Bruno, tu as la parole. Merci beaucoup Mireille de nous avoir invités et de m'avoir demandé, et de m'avoir fait l'honneur surtout, d'animer cette table ronde, la dernière table ronde de ce cours public qui a été consacré à une étude très approfondie, ça n'a jamais été fait de cette façon, du patrimoine mondial, avec un public, je dirais, soucieux de mieux comprendre les rouages du patrimoine mondial. Alors, ce soir, nous allons essayer, pour cette dernière séance, de mieux comprendre les enjeux internationaux, les enjeux et les défis qui se posent à ce patrimoine mondial. Parce qu'on parle tout le temps de la Convention de 72, de son application, de sa mise en œuvre, mais il y a surtout un certain nombre de nouveaux enjeux qui se posent depuis le mois d'octobre, date à laquelle nous avons inauguré ce cours, puisque des destructions sans précédent sont en train d'être opérées sur tout le patrimoine mondial de l'ancienne Mésopotamie, Syrie, Irak, en Tunisie, en Libye, et un peu partout. Donc, nous serons amenés à revenir aussi sur de nouvelles notions qui n'étaient pas prévues au départ, pas du moins de cette façon-là, avec une telle acuité et une telle, je dirais, émotion qui s'est emparée de nous, depuis, en plus, un terrible tremblement de terre qu'il y a eu il y a 15 jours au Népal et qui a rayé pratiquement Katmandou de la surface du globe. Donc tout le patrimoine de Katmandou est par terre. Donc ça, on en parle moins. Je parlerai aussi du Vanuatu, où là, ça, malheureusement, une grande partie, Port Vila a été rayée de la surface de la terre, mais on en a très peu parlé, malheureusement. Donc se pose la question aussi de d'où on est et de l'espace géopolitique dans lequel nous intervenons. Alors, pour cette soirée que nous allons passer ensemble, interviendra Jean Musitelli. Alors Jean Musitelli, c'est difficile de le présenter puisqu'il a eu plusieurs vies aussi. Il est actuellement conseiller d'État. Il a été ambassadeur de France en Italie, ambassadeur de France auprès de l'UNESCO pendant de nombreuses années, où il a été, je dirais, notre ambassadeur emblématique sur les questions de patrimoine. Je le pense vraiment, ce que je dis, parce que j'ai eu l'honneur de travailler avec Jean sur ces questions, en partie. Donc on est, je dois dire, dans quelque chose d'approfondi, une vision, je dirais, du patrimoine côté à la fois diplomatique et autre. Vous verrez, on aura l'occasion dans la présentation de Jean de revenir sur certains aspects des enjeux internationaux. Après, bien sûr, il y a Yves Dauge. Yves Dauge, c'est sénateur emblématique aussi, qui a permis en France de noter notre pays d'un corpus doctrinal patrimonial adapté au niveau politique, de convaincre inlassablement ses collègues au Sénat, aussi à l'Assemblée nationale, quand il était à l'Assemblée nationale, s'intéressant toujours à la vie culturelle, au patrimoine culturel, et président aussi l'Association des biens pour le patrimoine mondial, la PBM, et un des membres fondateurs du Comité national des biens français, qui est l'instance d'étude des nouveaux entrants et inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et puis, Yves a été aussi un praticien, c'est-à-dire qu'il a dirigé la délégation interministérielle à la ville. Donc voilà, j'arrête là parce que Olivier Poisson, c'est notre collègue à l'inspection générale depuis de nombreuses années. C'est lui qui est le référent scientifique et qui instruit les dossiers de patrimoine mondial. C'est un architecte, c'est aussi un conservateur, c'est un passionné de patrimoine, un grand amateur de régions diverses et variées patrimoniales, très différentes d'ailleurs. Ça va de la Bourgogne à la Corse en passant par d'autres endroits. Donc on a eu l'occasion de travailler depuis une dizaine d'années ensemble à instruire ces dossiers avec toujours acuité et passion. Enfin, Monsieur Caron, qui est un maire emblématique dans le nord de la France, qui a instruit une candidature magnifique, celle du bassin minier. Je dis pas parce que là vous êtes là, c'est pas parce que vous êtes là, mais je le pense vraiment. Sur une forme de patrimoine complètement incroyable, le bassin minier, qui aurait pu penser un jour que le bassin minier soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Quand on pense que dans les années 70, on inscrivait des cathédrales et des lieux, je dirais, très représentatifs de certains types de cultures. Eh bien, Monsieur Caron nous fera part tout à l'heure de sa vision novatrice du patrimoine et comment il a pu convaincre, c'était ça aussi dans la démarche, tous les habitants, tous les élus et tous les gens qui animaient cela, que ce soit les associations, les habitants des corons, les communautés, voilà. Et puis, je peux vous dire, quand on va au Louvre à Lens,
On est content de savoir aussi qu'il y a la candidature du bassin minier. Je crois que votre région a vraiment gagné en magnifique visibilité. Voilà, chapeau. Bien, alors, moi je vais aller là-bas parce que ça sera plus pratique pour moi de parler. Je vais vous faire une petite présentation introductive de notre propos et après je céderai la parole à Jean Musitelli. Avant de présenter donc les différents propos, je vais vous faire part d'un petit peu de mes réflexions. Le présent doit s'expliquer en partie aussi par le passé. En 1931, à Athènes, je ne veux pas vous parler de Le Corbusier, ne rêvez pas. On ne va pas vous parler de Le Corbusier. Mais je vais vous parler d'une autre charte, la charte d'Athènes. La charte de Le Corbusier, elle a été prise en réaction à la charte dont je vais vous parler. La charte d'Athènes, des architectes, des historiens d'art, des conservateurs sont réunis en 1931 à Athènes et ont réfléchi pendant près de 3 semaines dans le cadre d'une association qui existe toujours mais qui a connu une scissiparité, une séparation en deux, ICOM et ICOMOS dans les années 60, se sont réunis pour alerter les gouvernements de l'époque face à la montée du fascisme et du nazisme et du stalinisme pour leur dire « il faut absolument sauver le patrimoine européen ». On était dans une logique européenne. Et 7 points ont été adoptés à Athènes en 1931. C'est la première fois que l'on jette les bases modernes d'une, obligation de protéger le patrimoine dans une vision partagée et englobant les règles de Rigol qui avaient déjà fondé les principes de la conservation, de la protection, de la restauration. On était loin de la valorisation, mais enfin, au XIXe siècle, il y avait déjà eu un certain nombre de choses dans les États-nations. Ça partait de la construction des États au niveau des identités nationales et de fonder la Troisième République, en est l'incarnation même, ou d'autres entités, je pense à la Roumanie, la Bulgarie, chacun recrée son identité nationale. Avec un danger qui était de tomber justement dans quelque chose de très très stigmatisé et de très fragile, à savoir seulement ses principes. À Athènes, on va plus loin. On dit qu'il faut absolument que les projets de restauration soient soumis à une critique éclairée pour éviter des erreurs entraînant la perte du caractère et des valeurs historiques des monuments. Que dans chaque État, les problèmes relatifs à la conservation des sites historiques doivent être résolus par une législation nationale. Que les sites archéologiques ne doivent pas faire l'objet d'une restauration immédiate et devraient rester enfouis de nouveau pour mieux assurer leur protection si on n'est pas capable d'aller de l'avant. Le point 5, techniques et matériaux, c'est l'époque du béton. On dit les techniques et matériaux modernes peuvent être utilisés pour les travaux de restauration. Au point 6, on dit les sites historiques doivent être protégés par un système de gardiennage et d'embellissement. Enfin, la protection du voisinage des sites historiques, c'est la notion d'abord, fait l'objet d'une attention particulière. Donc là, on jette vraiment, les 21 et 30 octobre 1931 à Athènes, les bases ancêtres de ce qui va être par la suite la Convention de 1972 de protection du patrimoine mondial. C'est la première fois qu'on en parle. Il va falloir attendre 45 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale, 70% des infrastructures et des monuments détruits, pour arriver à mettre en œuvre, je dirais, ces grands principes. Et c'est en 1945, à Paris et à Londres, que l'on décide de doter une structure de moyens et d'effectifs. Les premières réunions se passeront de la création de l'UNESCO, se passeront dans l'ancien hôtel Majestic, devenu entre-temps propriété du ministère des Affaires étrangères, et affecté à l'UNESCO. Et là, des gens vont dire le patrimoine sera une priorité pour la mise en œuvre d'une politique universelle mondiale. Néanmoins, à cause de la guerre froide et d'autres problèmes techniques, il va falloir une longue période de latence, d'immersion, de compréhension des faits pour que les Européens de l'Est, les Européens de l'Ouest, les Américains, le Nord, le Sud, tous les continents décident de travailler à cette fameuse Convention de 72. Il va falloir 1958 ou 54, je ne sais plus, la campagne de Borobudur en Indonésie pour la restauration du site de Borobudur. Il va falloir la Grande Nubiade avec André Malraux, Mme Desroches-Noblecourt et M. Maheu, alors directeur de l'UNESCO, pour sauver les temples qui allaient être immergés dans les eaux du Nil et de déplacer ces temples. C'est une des plus grandes opérations que l'UNESCO ait jamais réalisées grâce au gouvernement français et à d'autres fonds, pour permettre à Nasser de sauver sa mémoire.
Et puis, surtout, émerge à partir des années 70 cette volonté de travailler au niveau universel, ensemble, à la construction d'un outil normatif qui devra protéger, conserver, valoriser ce patrimoine. Alors là, les discussions ont duré très longtemps. Très longtemps parce que entre les pays modernes, l'Amérique, le Canada, l'Australie et, je dirais, les pays anciens, il n'y avait pas forcément toujours identité de vue, parfois, mais il y avait souvent divergence. Et les commentateurs expliquent que les paysages naturels, les biens naturels et les biens culturels sont le fruit de cette longue cogitation entre États, puisque à l'époque, beaucoup d'États n'étaient pas encore, il y avait des États qui étaient en cours encore de décolonisation jusqu'à la fin des années 70. Le bloc africain avait rejoint l'UNESCO depuis les années 60. Choc supplémentaire d'ailleurs pour la prise en considération du patrimoine universel d'autrui. C'est-à-dire que là, on s'est dit, il faut prendre en considération ce patrimoine africain étant, je dirais, laissé à l'encan, n'étant pas héritage postcolonial. Alors il y avait des débats à n'en plus finir. Il y a eu une époque à l'UNESCO très intéressante avec M. Matiambo, qui était directeur général de l'UNESCO, qui a essayé de faire prendre conscience, peut-être avec des excès d'enthousiasme, à la planète, que l'Afrique existait, que les pays sous-développés existaient, que le mouvement des non-alignés existait, et qu'il fallait absolument rétablir peut-être aussi un déséquilibre entre le Nord et le Sud, qui est toujours très, très marqué, puisque je vous rappelle que, à l'heure actuelle, il y a encore des États sur Terre qui ne sont toujours pas inscrits par leurs biens sur la liste du patrimoine mondial. Ça peut paraître étonnant. Beaucoup d'États africains, beaucoup d'États des Caraïbes, beaucoup d'États du Pacifique ou encore beaucoup d'autres États de l'Himalaya, voire des républiques d'Asie centrale. Et puis, des pays éclairés, comme les pays du pourtour méditerranéen, ont joué un très grand rôle dans ce classement, dans cette inscription au patrimoine mondial et de tous ces outils normatifs. La triste actualité nous désole. Ces pays ayant joué un rôle majeur se trouvent maintenant complètement désorientés par rapport aux nouveaux faits. Mais on reviendra au cours de la discussion là-dessus. Donc à partir des années 90, on va plus loin. C'est très bien d'inscrire sur la liste du patrimoine, on dit très bien, formidable. Ça se faisait par acclamation, c'est-à-dire les gens se levaient et applaudissaient avec un dossier de 4 pages. Moi j'ai vu des choses dans les années 80 très curieuses, très simple, très joyeuse et très festive, puisque la pensée universelle, finalement, était l'absolu. Et bien dans les années 90, ça a changé. On s'est doté vraiment d'une vision importante avec la création du Centre du patrimoine mondial. Et c'est à partir de la création du Centre du patrimoine mondial qu'on a commencé réellement à travailler sérieusement au niveau des États à la reconnaissance de l'inscription des, je dirais, biens sur la liste du patrimoine mondial. Je me souviens, petite anecdote, puisque certains aiment les anecdotes, que certaines personnes en France rigolaient du patrimoine mondial. On me disait, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne citerai pas de nom, mais c'était des gens importants. Ça n'a aucun intérêt par rapport à notre législation nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ouais. Les choses ont bien changé, puisque maintenant c'est un sujet devenu très à la mode, visiblement. Donc, et tant mieux. Donc, cette réappropriation de l'universel par rapport au national a été un combat en France et n'a pas été, contrairement à ce que certains pensent, une facilité et quelque chose en soi. Et ICOMOS a joué un grand rôle là-dedans pour justement faire comprendre, ICOMOS France je veux dire, pour faire comprendre ce fait. Et à partir des années 90, la création du Centre du patrimoine mondial, avec, je dirais, l'action de certaines personnes ici présentes, et je ne le dis pas par flagornerie, je le dis parce que je le pense et je l'ai vécu, je l'ai vu, ont permis de révolutionner complètement la vision du patrimoine mondial, en permettant, notamment au patrimoine mondial, de s'intéresser au patrimoine urbain, aux biens en série, au centre historique, parce qu'auparavant, se classer inscrire un centre historique au patrimoine mondial, c'était considéré comme quelque chose de délirant. Et bien tout ça, ça a été permis à partir des années, à la fin des années 90, à partir des années 2000, par des actions très ciblées en France et au Centre du patrimoine mondial, par une reconnaissance progressive de cela, et dans les autres pays aussi. Dans les années 90, les choses ont évolué aussi de façon, je dirais, dans la reconnaissance, par des faits assez complexes au niveau du patrimoine mondial. Il y a eu l'émergence en Asie du Sud-Est
d'une expérience tout à fait intéressante à Luang Prabang. Donc j'espère que tu nous en parleras, Yves, parce que ça a été vraiment une révolution, où là, on a un cas de figure exemplaire de coopération laotienne, française, avec l'instance UNESCO, pour montrer comment un centre historique, un paysage culturel, des communautés, religieuses ou pas religieuses, des touristes peuvent arriver à peu près à cohabiter ensemble sur un territoire donné, dans un pays qui au départ était assez peu, je dirais, ouvert. La République du Laos, on ne peut pas dire que c'est un modèle d'ouverture. Et progressivement, grâce à cette expérience pilote, on a eu justement la possibilité d'aller plus loin. Dans le même temps, la communauté internationale reconnaissait aussi l'émergence à Angkor Wat d'une renaissance du royaume du Cambodge, qui avait été complètement, je dirais, rayé de la carte au niveau humain, mais pas au niveau monumental. Et l'action de l'UNESCO, de la France et du Japon a été, je dirais, très forte en matière de conservation, de sauvegarde, de réhabilitation et de valorisation des temples d'Angkor. Notre action a quand même permis, et j'en suis très fier, de reformer une génération entière d'architectes, de restaurateurs, de conservateurs, de gens maintenant qui peuvent avoir et prendre leur destin en main pour veiller à leur, comment dirais-je, à leur devenir. Mais le cas est différent du Luang Prabang, donc c'est un cas différent, mais maintenant je crois que les problèmes qui se posent sont les mêmes, savoir tourisme, flux touristique mal maîtrisé, déversement, je dirais, de gadgets sur les sites, à savoir visites pour touristes et autres mal adaptés, mal conçus, donc je pense que certains sites emblématiques peuvent devenir d'ailleurs à terme, et depuis les années 90, des sites contre-exemples de ce qu'ils devraient être, du moins ce que le Centre du patrimoine mondial et la Convention de 72 obligent dans la mise en œuvre de cette Convention de 72. Voilà. Les événements de Mostar, de Bosnie-Herzégovine, terrifiants pour le patrimoine mondial, la bibliothèque de Sarajevo brûlant, le pont de Mostar éclaté, peut-être les prémices de ce qui se passe actuellement, un conflit très meurtrier qui a fait 300 000 morts quand même en Europe, à 2 heures de Paris, difficulté de reconstruire après les accords de Dayton, des accords quand même très importants. Le professeur Léon Pressuire, ayant rédigé ces accords pour le patrimoine, rendons grand hommage à ce grand historien de l'art, qui a écrit toute la partie patrimoniale des accords de Dayton pour la reconstruction et la réconciliation par le patrimoine. C'est la première fois d'ailleurs dans un accord où on parle de réconciliation de communautés par le patrimoine. Ça pourra peut-être servir pour la suite en Irak et en Syrie. Et puis, à partir des années 2000, on passe des conflits aussi au cataclysme. Terrible cataclysme naturel commence à ravager les sites du patrimoine mondial. Je pense à un site terrible, le site de Bam. Le site de Bam a été ravagé en une nuit, complètement reconstruit par les Iraniens. Magnifique forteresse sur la route de la soie qui s'écroule comme ça, victime d'un tremblement de terre. Il faudra des années pour que l'action de l'UNESCO et des experts et des participants puissent restaurer ces édifices, suivis par des tremblements de terre au Sichuan, des tsunamis terrifiants en Asie, et puis je dirais en 2010, le 13 janvier 2010, la vie s'arrête en Haïti. 300 000 morts d'un coup, la plupart des édifices par terre, patrimoine mondial ou pas, ce qui d'ailleurs a amené l'UNESCO à se doter, Madame Bokova ou même son prédécesseur avait commencé à y penser, à une division de catastrophes naturelles et de conflits post-conflits. C'est-à-dire on parle maintenant de cataclysme et de post-conflit. Ça c'est très important, on est bien loin seulement de l'outil normatif UNESCO à mettre en œuvre au niveau national. Et puis, à partir des années, je dirais, 2001, destruction des Bouddhas de Bamiyan, je pense que vous avez tous ça en tête. Je n'ai pas amené de photos volontairement parce que vous en voyez suffisamment toute la journée, des horreurs. Destruction du patrimoine de Syrie, Alep, Crac des Chevaliers, Palmyre, Douaropos, la petite ville en bas vers la frontière de la Jordanie, Bosra, récemment, les sites de Khorsabad en Irak, Hatra, Ninive, Samara sont rayés progressivement de la carte. Il n'y a pas que le musée de Mossoul, hein. Il y a eu aussi un tas de villages brûlés dont on ne parle pas, attaqués, de petites villes où il y avait un patrimoine antique, pré-islamique, patrimoine islamique aussi. Et progressivement avec je dirais, une volonté toujours plus accrue d'alerte, l'UNESCO devenant peu à peu une sentinelle veillante, et le Mali, n'oublions pas le Mali, destruction des 13 mausolées, destruction de Tombouctou,
où là nous avons réagi de façon assez, je dirais, importante. On a fait venir tous les ministres africains avec d'autres. On s'est vraiment mobilisé là-dessus, et je pense que justement ce qui a redonné vraiment à l'UNESCO sa force de vigueur, c'est cette force de mobilisation de la communauté. Hier, on était encore dans un colloque avec Samir Abdoulak sur la destruction du patrimoine de Syrie et d'Irak, qui nous obsède, mais qui nous obsède à juste titre d'ailleurs. Je voudrais pas, c'est pas peut-être le thème de ce débat ce soir, mais je vous demande vraiment d'être très vigilant là-dessus, parce que on pourrait demander d'ailleurs à notre ministre de l'Éducation nationale de faire réintroduire l'étude des civilisations mésopotamiennes. Ça serait peut-être important dans les cursus pour la compréhension mutuelle des uns et des autres, et leur expliquer qu'il y a eu aussi des civilisations bien avant l'hégire, bien avant le monothéisme, et que nous en sommes tous responsables. Je dois dire que je dirais que pour nous, maintenant, notre défi en France et ailleurs, c'est de bien gérer ce patrimoine mondial aussi, de l'amener à être en phase dans cette mondialisation accrue, et de ne pas transformer les sites du patrimoine mondial en sites Disneyland ou autres, comme on le fait dans certains pays, pour avoir une authenticité et garder une véritable, je dirais, identité particulière qui fait la force de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je résumerai que notre travail depuis 4 décennies, parce que ça fait 4 décennies et d'autres encore plus, qui travaillent sur cette question, est un combat. C'est un combat permanent, c'est pas simplement une passion, c'est pas simplement participer à des missions ou des choses comme ça, c'est un véritable combat. C'est un combat un parcours du combattant permanent pour déjouer un tas de choses, que ce soit budgétaire, humain, ou même compréhension, dans certains cas, de ce que nous traitons au quotidien, par des gens qui le comprennent de moins en moins du fait, justement, de la disparition de la compréhension vis-à-vis de certaines générations, de certains faits historiques ou patrimoniaux. Donc ça passe aussi par la formation, et ça passe par la formation des futurs cadres du patrimoine, que ce soit à Chaillot, à l'Institut national du patrimoine, ou encore à l'ENA. Moi, je suis intervenu un jour devant l'ENA, je parlais avec des énarques, des futurs énarques. Je leur ai expliqué tout ça, ils étaient contents, parce que c'est une réalité qu'ils ne sont pas préparés à cette réalité-là. Ils me l'ont dit très, très clairement. Ils n'apprennent plus tout ça, ni à l'université pour ceux qui se spécialisent, bien sûr, mais du moins dans l'enseignement général, on n'apprend plus tout ça. Voilà, je ne vais pas être trop bavard et je vais laisser Jean Musitelli parler maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne vous cache pas le plaisir et l'honneur que j'ai à me trouver à cette place ce soir. Moi, je ne suis pas comme quelques-uns des illustres personnages qui sont là un patrimonialiste de formation ou même de profession. Je suis venu au patrimoine à travers ma pratique des relations internationales comme diplomate, et de façon très spécifique à travers ma fonction d'ambassadeur à l'UNESCO entre 1997 et 2002, dont je dois dire je ne conserve que de bons souvenirs, et notamment grâce au fait que la France a eu pendant cette période-là, et pas de mon fait bien entendu, mais une politique active en matière de réflexion sur le patrimoine mondial. Je me souviens entre autres que j'ai eu le privilège d'inscrire le premier paysage culturel fluvial, le Val-de-Loire, l'enfant d'Yves Dauge, le premier paysage culturel viticole, Saint-Émilion, qui a fait beaucoup de petits depuis, également le premier itinéraire culturel avec les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bref, c'était une période dans laquelle on était créatif et on n'avait pas peur, on prenait des risques d'ailleurs, on l'a bien vu avec le Val-de-Loire, on n'avait pas peur en tout cas de proposer à nos partenaires des idées innovantes qui permettaient effectivement de faire évoluer le concept du patrimoine mondial, de le sortir d'une ornière un peu européocentrée, de lui donner une plus grande respiration, une plus grande largeur, et de faire en sorte que l'ensemble des pays de la planète puissent s'y retrouver, et pas seulement ceux qui avaient des temples grecs, des cathédrales gothiques et des châteaux de la Loire. Alors voilà, donc ce soir, je crois que l'intitulé de cette table ronde nous invite à jeter un regard géopolitique sur le patrimoine. D'ailleurs, Bruno a déjà très largement entamé la chose. On est en plein dans l'actualité, et ça, je crois que c'est une caractéristique forte du patrimoine. Il est totalement dans l'actualité et totalement dans l'histoire. Le patrimoine, c'est du temps cristallisé,
et en même temps, c'est quelque chose qui est très, très prégnant. Et ce n'est pas étonnant parce que je dirais qu'avant même d'être une collection d'objets, un corpus matériel, le patrimoine est une construction sociale. C'est quelque chose qui est fabriqué par une société à un certain état de son développement qui décide que tel ou tel objet va désormais être patrimonialisé. Je crois qu'il faut avoir cette idée en tête pour montrer que le patrimoine est certes une essence très très forte, mais c'est en même temps quelque chose qui est naturellement voué à évoluer, à se modifier, et à refléter comme une sorte de miroir ce que sont précisément les mouvements d'une société, ses aspirations, ses contradictions, et y compris à l'échelle mondiale, on le voit bien aujourd'hui en particulier. Donc ce n'est pas simplement un témoin passif du passé, le patrimoine, c'est une sorte de sismographe de l'actualité dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Et je dirais que l'actualité, elle est très éclairante, malheureusement, une lumière noire qu'elle projette, mais dans les périodes qui sont des périodes éclairées, évoluées, on érige des monuments et on fait évoluer le sort de l'humanité. Et dans les périodes d'obscurantisme, eh bien, on décapite à la fois les personnes et les monuments. Je vous laisse à penser dans quelle période nous nous trouvons. Donc, ça a été dit, mais je crois que le patrimoine traverse une sorte de période paroxystique, c'est-à-dire que jamais il n'a fait, autant qu'aujourd'hui, le soin d'objets, d'attention, de curiosité, et en même temps, bien entendu, de convoitises de tous ordres. Jamais il n'a été investi d'autant de fonctions diverses. On lui demande de créer de la cohésion sociale, de générer des ressources nouvelles, de contribuer au développement durable. Et je crois que cette notion de centralité est très importante, est un élément nouveau et qu'il faudra certainement prendre en considération quand on réfléchira à la façon de mettre en œuvre et de faire évaluer éventuellement la Convention. Dans le contexte de la mondialisation, puisque c'est de ça que je vais essayer de vous parler, en prenant un point de vue qui est un point de vue un peu surplombant, encore une fois, les exemples concrets, ils viendront ensuite, et il y aura suffisamment d'illustrations qui permettront de donner un petit peu de chair à l'exposé. Mais pour ce qui est de moi, de mon rôle ici, si j'essaie de déterminer ce en quoi la mondialisation, cette chose un peu floue et difficilement qualifiable dans laquelle nous baignons, en quoi elle a un impact sur le patrimoine, eh bien, je dirais que cet impact, il est double. Il est à la fois identitaire et économique. Alors sur l'identitaire, je ne vais pas y revenir, on en a beaucoup parlé, mais je crois que le fait que nous vivions à l'échelle mondiale dans une période de globalisation des marchés et des sociétés suscite par contre-coup un besoin de repères symboliques et identitaires de la part de toute une série de populations, y compris dans les pays les plus développés. Alors, l'identité, c'est une notion que je manie avec beaucoup de prudence, parce que l'identité, elle peut être vivifiante ou elle peut être mortifère. Elle peut être vivifiante dans la mesure où ça permet à des populations de retrouver la fierté de leurs origines, de leur passé, et de se resituer dans l'histoire comme des acteurs de l'histoire. Et elles peuvent être mortifères, et là je ne reviens pas sur ce que Bruno a magnifiquement exposé, lorsque effectivement l'identité est mise au service de réactions ou de comportements fanatiques, xénophobes, obscurantistes. Effectivement, moi j'ai connu les épisodes de la Yougoslavie lorsque j'étais à l'UNESCO, le pont de Mostar. Le pont de Mostar, il avait vécu pendant des siècles tranquillement, là, entre les Serbes, les musulmans. Personne ne s'était jamais posé la question de savoir quelle était sa religion au pont de Mostar. Et puis un jour, on a décrété, parce qu'il fallait le démolir, on a décrété qu'il était musulman. Et à partir du jour où il a été musulman, eh bien, les canons serbes se sont mis à tirer dessus. Voilà comment on instrumentalise l'identité à des fins qui sont évidemment très, très éloignées. Alors, on pensait effectivement avoir atteint avec Mostar, Bamiyan, le comble de l'horreur, mais on a vu avec ce qui vient de se passer à Nimroud, Mossoul, Hatra, Ninive, qu'on peut aller encore plus loin dans l'horreur. Donc, est-ce qu'on peut, ça c'est une question, opposer aux passions identitaires les vertus pacifiantes, tu parlais de réconciliation tout à l'heure, d'un patrimoine qui serait conçu comme le socle
une mémoire partagée entre les peuples, dans un esprit de tolérance, de reconnaissance de l'altérité. À côté de ça, il y a l'enjeu de nature économique. Celui-là, il est moins spectaculaire et moins visible, mais il n'a pas moins un impact considérable sur le patrimoine et sur son évolution. Et d'ailleurs, on voit bien que le débat, il existe entre ceux qui considèrent, qui voient dans la mise du patrimoine sur le marché l'unique moyen de financer le coût croissant de sa protection, qui effectivement est énorme, et puis ceux qui, à l'inverse, redoutent l'amorce d'une sorte d'engrenage qui conduirait progressivement à un formatage du patrimoine à seule fin de le rendre propre à la consommation de masse, notamment à travers les phénomènes de tourisme. Donc le risque d'exploiter le patrimoine comme un gisement, comme une ressource. Et on se rend vite compte que le patrimoine est aussi une ressource qui n'est pas renouvelable et que sa destruction ou sa dégradation ou sa dénaturation, c'est-à-dire son utilisation pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été créé, sont un danger important qui le guette. Alors, bon, moi je ne vais pas faire le contempteur de la mondialisation en disant c'est une entreprise diabolique, etc. Il y a aussi des effets positifs. Je reviendrai tout à l'heure sur les effets moins positifs. Mais il y a aussi des effets positifs, et notamment le fait que dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, ça renvoie à l'arrivée sur le devant de la scène mondiale de populations de centaines de millions d'individus qui accèdent pour la première fois à un niveau de développement à peu près correct, à une vie décente, à un niveau d'éducation relativement élevé, même si évidemment il y a d'énormes poches d'alphabétisation et de misère et d'inégalité dans le monde, mais tout ça fait qu'on voit surgir dans ces pays dits émergents un réel intérêt pour la culture et pour le patrimoine en particulier. La Chine, l'Inde, le Brésil se dotent font des investissements gigantesques pour se doter de musées, de centres culturels, pour mieux protéger leurs centres historiques, souvent d'ailleurs après les avoir allègrement démolis. Mais il y a là un mouvement important. Et d'ailleurs, on le sait, nous, en France, parce que nous sommes confrontés à une demande très importante d'expertise et de savoir-faire que nous avons dans nos établissements culturels, dans nos collectivités territoriales, et qui sont, Yves Dauge le sait bien, extrêmement sollicités précisément pour venir apporter cette expertise. Donc ça, c'est un aspect positif. Il y a un désir de patrimoine, une attente sociale forte, et d'ailleurs des bailleurs de fonds internationaux qui sont prêts à financer cela. Mais c'est vrai que ce processus n'est pas homogène ni harmonieux. Pourquoi ? Parce que si on cherche à caractériser ce qu'est la mondialisation réelle, c'est-à-dire la façon dont elle se déroule devant nous, et non pas la projection idéale qu'on pourrait en faire, on voit bien que d'abord, c'est un processus qui est beaucoup plus compétitif que coopératif. Et qu'elle est commandée par des intérêts, des rivalités économiques, nationales, et que tous ceux qui cherchent à faire du patrimoine un bien commun se heurtent à un déficit énorme de gouvernance au niveau international. Alors, ce n'est pas pour minimiser le rôle de l'UNESCO, qui, Dieu merci, elle existe, mais il n'en reste pas moins que dans le contexte de la globalisation, elle est quand même un petit peu faiblarde. Le deuxième élément de la mondialisation qui me paraît important à signaler ici, c'est que le cadre idéologique dans lequel elle se déroule, c'est le libéralisme, et le libéralisme dans sa forme la plus dérégulée. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si on veut abolir les barrières commerciales, ce qui est l'objet du libéralisme, il faut démanteler les régulations publiques. Et le démantèlement des régulations publiques, effectivement, ça peut avoir des effets dramatiques sur la protection du patrimoine. Il n'y a qu'à penser ce qu'il en est dans des pays comme le nôtre, où nous avons bâti, depuis plus d'un siècle, un corpus de règles qui sont des règles protectrices. Le troisième élément de la mondialisation que je voulais signaler ici, c'est l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire de la mondialisation aujourd'hui ? Est-ce que c'est un imaginaire qui est tourné vers le patrimoine, avec ce que le patrimoine représente précisément en termes de durée polarisée, de conception du temps, de va-et-vient entre le passé et le présent, toutes choses qui sont indispensables à l'individu et aux nations pour se situer, pour être maîtresses de leur propre histoire.
Or, l'imaginaire de la mondialisation, aujourd'hui, il est quand même très largement indissociable de ce qu'a été l'irruption massive depuis la fin du siècle dernier des nouvelles technologies de l'information et de la communication, numérisation des données, dématérialisation des supports, connexion réticulée, qui sont des outils formidables, mais qui sont souvent utilisés d'une manière idéologique un peu dangereuse. Et le dernier élément que je voudrais signaler dans cette description rapide des traits saillants de la mondialisation, et qui est celui de l'actualité la plus récente, c'est la montée simultanée de multiples fondamentalismes qui s'appuient très souvent d'ailleurs sur des traditions complètement inventées et qui s'efforcent d'effacer le passé et le patrimoine parce qu'ils constituent un témoin gênant de ce qu'ont été des périodes historiques qu'on voudrait ne voir plus exister. Donc il y a tout un processus d'éradication mémorielle qui est à l'œuvre sous nos yeux actuellement, notamment dans la Mésopotamie. Donc l'évolution du monde contemporain a un effet paradoxal. Il est à la fois un élément qui valorise le patrimoine et qui en même temps le fragilise et en le rendant l'objet de toutes sortes de convoitises. Alors je ne vais pas revenir en détail sur un certain nombre d'exemples, mais notamment il faudrait parler de l'industrie touristique, dont le patrimoine est devenu la matière première, et ça c'est quand même un gigantesque défi. Je n'entre pas dans une vision caricaturale du tourisme comme le mal absolu, mais il faut savoir que le tourisme mondial, selon les statistiques de l'OMT, s'accroît de 5% par an. Il a dépassé le milliard de visiteurs en 2013, alors qu'il y en avait 4 fois moins, 275 millions, il y a 25 ans. Et c'est une tendance qui va croître. Et il n'y a pas besoin de s'attarder, il y a des travaux excellents, notamment ceux de Marie Gravari-Barbas sur le tourisme et son impact, sur l'effet d'usure que provoque la surfréquentation, sur l'effet de banalisation aussi, de normalisation précisément pour faire en sorte de rendre accessible, et tout ça au détriment de l'authenticité. Je renvoie d'ailleurs à l'excellente conférence qui a été faite par Yves Dauge et Michel Brodowicz sur Luang Prabang, qui me paraissait être l'illustration, vraiment le cas d'école excellent de ce que sont les effets délétères d'un tourisme non maîtrisé. Le patrimoine est également un carburant du trafic illicite, et ça, évidemment, la question se pose aujourd'hui très très fortement avec ce qui se passe en Mésopotamie, parce que, au-delà de l'aspect dévastateur, on sait très bien que ce qui n'est pas détruit et ce qui n'est pas montré dans les vidéos des djihadistes, c'est toutes les pièces qui sont mises de côté et qui vont alimenter le trafic illicite à travers les frontières poreuses de la Turquie, du Liban et autres, et qui se retrouvent très souvent sur les marchés de Genève ou de Londres, il faut bien le savoir. Donc nous ne sommes pas complètement dépourvus de moyens, si on veut s'en donner la peine, pour mettre un terme à ces pratiques. Et puis, je fais une petite parenthèse parce qu'on parle, on en a raison, et on s'indigne à très juste titre de ce qui se passe dans ces pays lointains, mais on peut remarquer quand même que le patrimoine est aussi très souvent la première victime des politiques économiques qui sont mises en place, y compris dans les pays riches. Et on en a eu des exemples très récents à la suite de la crise de 2008 et des politiques d'austérité. Et je me souviens avoir lu des articles assez impressionnants sur la façon dont un pays comme l'Espagne avait vendu le quart de son patrimoine national, donc une grande partie de la forêt primaire méditerranéenne, ou comment la Grèce avait fait voté une loi pour permettre de bétonner le littoral et faire des grands hôtels pour organiser la relance de l'économie, sans parler de ce qui se passe sur certains sites du patrimoine mondial très proches, à Pompéi en particulier, dans l'Italie, qui est quand même un pays, un des phares du patrimoine et de sa protection, et où on voit à quel point le patrimoine est aussi un peu négligé et délaissé. Alors, il faut évidemment pas sombrer dans le pessimisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les défenseurs du patrimoine que nous sommes tous peuvent-ils agir pour éviter que le patrimoine soit instrumentalisé à des fins identitaires, soit dissous dans le magma
la société des loisirs standardisés. Alors, bon, je crois que les solutions, elles sont à la fois évidentes et très compliquées à mettre en place. Il faut, d'une part, renforcer les protecteurs et neutraliser les prédateurs. Renforcer les protecteurs. Qui sont les protecteurs du patrimoine? Eh bien, il y a d'abord la puissance publique et la société civile. Et sur chacun de ces terrains, effectivement, il y a sans doute des progrès à faire. Quand on parle de puissance publique, il faut l'envisager dans sa double dimension de régalienne et financière. Et on voit bien qu'actuellement, on a des vraies difficultés de financement, et y compris au ministère de la Culture français, rue de Valois, par rapport à ce qu'est l'ampleur des besoins et la difficulté d'y faire face. Les politiques publiques, évidemment, c'est au niveau international aussi que ça se joue, et c'est l'UNESCO. Et l'UNESCO, notre pauvre et cher UNESCO, est dramatiquement dépourvu de moyens pour faire face aux responsabilités immenses qui sont les siennes et pour mener la politique qui est inscrite dans ses statuts et qui est celle qui émane de la Convention. Donc c'est vrai que du côté des puissances publiques, s'il n'y a pas un réel renforcement à l'échelle internationale, à l'échelle des différentes nations, une réelle prise en compte, eh bien, on risque de descendre dans une spirale qui sera extrêmement préjudiciable pour le patrimoine. Mais moi, je crois aussi très très fortement à l'importance de la société civile. Le patrimoine n'est pas seulement une affaire d'experts, n'est pas seulement une affaire de politique, c'est une affaire de population. Et à partir du moment où les populations s'approprient ce patrimoine, eh bien, la donne change radicalement. Et là, M. Caron pourra nous parler de ce qu'est l'expérience, effectivement, d'un patrimoine qui n'est pas un patrimoine d'élite, mais qui est ancré au cœur d'une pratique populaire. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire en matière d'éducation. Bruno a parlé de la formation. En matière d'éducation, de sensibilisation, notamment en direction des jeunes, en direction des enfants. Oui, inscrivons la connaissance du patrimoine dans les programmes d'enseignement. C'est évident, les enfants ont une curiosité naturelle qui en fera demain des grands défenseurs du patrimoine. Bon, renforcer les protecteurs, neutraliser les prédateurs. Alors les prédateurs, il y en a de deux sortes. Hein. Il y a les barbares, on les connaît, et puis il y a les trafiquants, les mafieux qui font du trafic. Les barbares, eh bien, ma foi, il faut essayer de prévenir, donc d'avoir dans les zones à risque des possibilités d'alerter sur la survenance. Alors vous me direz, que faire face au djihad? Que faire dans des pays complètement déstabilisés, qui n'ont plus de structure d'État, comme la Syrie ou l'Irak? Je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras. Au demeurant, je fais remarquer une chose, c'est qu'on s'indigne à juste titre pour ce qui se passe actuellement, mais il faut savoir que depuis au moins 15 ans maintenant, en Irak, quotidiennement, il y a des pillages systématiques qui sont organisés, de fouilles archéologiques, qui alimentent le trafic international et qui n'ont pas fait l'objet d'une grande attention de la part de la communauté internationale. Donc la vigilance est vraiment la première chose qui s'impose, la vigilance, la rigueur. Et puis la dissuasion. La dissuasion, c'est-à-dire faire comprendre à ces gens que leurs crimes ne resteront pas impunis. De ce point de vue, je trouve plutôt réconfortant que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait adopté le 12 février dernier la résolution 2199, où pour la première fois, il y a 3 paragraphes qui sont consacrés au patrimoine culturel et à la nécessité pour les États membres de prendre toutes les mesures voulues pour empêcher le commerce des biens culturels irakiens et syriens, etc., etc. Donc, il y a le début d'une prise de conscience, d'une réaction qu'il faut évidemment encourager. J'ai dit protecteurs et prédateurs, et j'introduirai là un 3e P, les prescripteurs. Il faut également que les prescripteurs soient sensibilisés au patrimoine. Les prescripteurs, c'est à la fois ceux qui fabriquent des normes, c'est-à-dire nous tous, d'une certaine manière, hein, institutions publiques, et il faut que les normes, effectivement, reflètent l'immense diversité du patrimoine, que l'on ne cherche pas à imposer partout les mêmes catégories, à faire du prêt-à-porter patrimonial qui fait que d'un bout à l'autre de la planète, on a la même signalétique, on a les mêmes
les mêmes brochures promotionnelles, voire même les mêmes techniques de restauration. Et ça, je crois que la diversité doit être inscrite vraiment dans les normes à prendre. Et puis, bien entendu, les prescripteurs, il y a aussi les investisseurs privés, les professionnels du tourisme. Et je pense que ce sont des catégories avec lesquelles il faut dialoguer, il faut leur parler. Il faut leur dire que s'ils ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or, eh bien, il ne faut pas attirer les flux massifs de tourisme vers les mêmes destinations. Voilà. Je conclus en un mot. Par rapport à la Convention de 72, eh bien, je crois qu'il faudrait essayer de bâtir un nouveau consensus patrimonial. C'est ça. La Convention de 72, elle est née sur un consensus qui reflétait son époque. Bruno l'a bien dit. Hein. Il y avait un élan formidable, il y avait un élan de solidarité derrière tout ça. Il faut essayer de recréer un consensus sur de nouvelles bases qui prennent en compte ce qui a changé dans l'essence du patrimoine et dans sa relation avec son environnement. Affirmer sa centralité, et je trouve très intéressant, alors effectivement, ce que vous envisagez pour l'an prochain, parce que le patrimoine se trouve aussi au cœur de toute la réflexion sur les risques naturels et le changement climatique. Il en est très largement la victime, il peut être aussi un instrument de résistance et de résilience à ces phénomènes-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole à M. Caron, qui va... Alors, M. Caron, ce qui est intéressant, c'est, pour relier votre intervention à l'intervention précédente, c'est que vous êtes une des victimes de la mondialisation de votre région. Lorsqu'il y a eu les reconversions industrielles, ces territoires ont été largement, je dirais, pendant longtemps, cherché une nouvelle orientation et une nouvelle image. Donc la mondialisation, dans un premier temps, vous a quelque peu éloigné de la visibilité globale. Par l'intermédiaire justement de cette action que vous avez menée, non seulement vous avez rattrapé, mais vous avez devancé la mondialisation. Voilà ce que je voulais dire. Quelle introduction! Mondialisation, on est en plein dedans, oui. Déjà parce que 29 nationalités sont venues travailler chez nous et que la question des mouvements de population, c'est notre cœur de ville, c'est-à-dire les Polonais, les Maghrébins, les Slovaques, les Slovènes. Donc rien que par cet aspect-là, oui, on est confronté à ces questions. D'ailleurs, dans le patrimoine du Nord-Pas-de-Calais, on mange des klouskines à Pagé, on mange du plat tchèque, bien sûr. Et dans les mariages, on fait venir des musiciens de différentes origines. Bon. Alors moi, je me suis demandé comment j'allais arriver à parler après vous tous, parce que vous êtes tous des puits de science, là, qui avaient vécu des choses extraordinaires et qui conceptualisaient sur un temps long. Et je me suis demandé pourquoi vous m'aviez demandé de venir présenter ce dossier. Alors avec la petite difficulté d'ailleurs que pour un certain nombre d'entre vous, je vais remontrer les mêmes images. C'est toujours des images du bassin minier. Mais alors je voudrais quand même introduire par rapport au thème de la rencontre que une des choses moi, qui m'a beaucoup marqué, parce que dans une autre vie j'ai une militance politique autour des questions de développement durable, qui a été évoqué tout à l'heure. Ce qui m'a marqué, c'est que toutes les communes qui ont une stratégie développement durable affirmée ont toutes une politique patrimoniale affirmée. Et ça, c'était le constat qui s'est imposé à nous en analysant un certain nombre de villes qui essayaient d'avoir une pensée écologiste très appliquée sur le terrain. J'avais un copain qui était maire de Viviers, par exemple, dans le Vivarais, avec l'évêché, enfin avec toute une série de choses extraordinaires. Bon, ce qui veut dire que quand on pense à l'avenir, enfin c'est pas vous que je vais apprendre ça, vous êtes tous des experts de ça, moi je suis un béotien, hein, mais je découvre progressivement, c'est intéressant, quand on est vierge sur ce sujet-là, que quand on pense à l'avenir, forcément, on pense à la trajectoire. Donc je le dis avec mes mots, et si on pense à la trajectoire, ben, qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui nous constitue, pourquoi on a un nom qui s'appelle comme ça, pourquoi on est porteur d'un certain système culturel, et que donc ces endroits qui pensaient l'avenir, eh ben, investissaient sur leurs racines et leur compréhension. Donc je pense que ça peut être de nature à éclairer la table ronde, parce que
je continue ma petite référence à une action plus politique. Je crois que ce qui nous caractérise, alors je fais très attention vu le public et les experts que vous êtes, mais pour moi, on est dans un changement de modèle radical. Est-ce qu'on peut l'appeler changement de civilisation? Je pense que oui. Il y a des paradigmes complets qui ont été complètement bouleversés, celui de la mondialisation. Aujourd'hui, en temps réel, on met une webcam là et on est suivi en Australie. C'est complètement différent d'il y a quelques dizaines d'années. Ça change tout. Ça change tout. On a des traducteurs informatisés. En avion, on peut faire ce qu'on veut. Bon, et donc, on est dans une période de changements sur le plan des repères géographiques, de changements sur l'accès aux ressources. Peut-être la première fois que l'accès à la ressource devient... enfin, on bute sur le fait que la Terre est finie et qu'il y a des limites à ponctionner sur la planète. Donc on commence à gérer un certain nombre de raretés, ce qui fait d'ailleurs que vous n'avez pas parlé des patrimoines... Enfin, vous avez moins parlé des patrimoines naturels. Mais les patrimoines naturels, eux, sont confrontés à ceux qui veulent aller chercher des métaux rares, ceux qui veulent aller prendre du gaz de schiste, des hydrocarbures, du pétrole. Et pour avoir assisté à Saint-Pétersbourg avec Olivier Poisson et quelques-uns ici, à l'inventaire des différents projets des biens menacés, c'était toujours des pétroliers ou des gens qui cherchaient à vendre de la forêt. Et comme par hasard, on allait sur les biens protégés qui avaient une grande valeur. Donc les grandes forêts de Russie, des parties d'Afrique du Sud où il y avait des minerais dans le sous-sol, etc. Bon, donc nous sommes dans un changement de civilisation rien que pour ces questions-là. Et donc le sujet sur lequel on est, c'est quand même comment on est en capacité de résilience pour aller vers un nouveau modèle de développement. Et du coup, moi je deviens, entre guillemets, c'est ma petite expertise, d'être un expert de résilience. Parce que, d'ailleurs j'ai beaucoup travaillé, regardé tous les paramètres de conduite de changement, qu'est-ce qui fait qu'on change, comment on change individuellement, comment on change collectivement, bon. Et du coup, ça renvoie à des éléments que vous avez évoqués, c'est qu'effectivement, l'entrée patrimoniale, c'est quand même un fil rouge qui permet d'avoir un repère, qui permet d'avoir un fil à plomb, qui permet de savoir qui on est et comment on va se constituer. Et du coup, on arrive au bassin minier Nord-Pas-de-Calais, qui est exactement ça. Donc c'est exactement notre histoire, puisque ce qui nous a constitués a disparu complètement. Ce qui a fait venir des gens de partout a disparu. Ce qui a constitué nos villes a disparu. Enfin, les villes sont encore là, mais plus ce qui les faisait vivre. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Et je vais rapidement faire le développement avec plutôt cette grille de lecture-là en tête. Donc, bon, voilà, élément géographique, ça concerne 161 communes. C'est intéressant parce que par rapport à des choses que vous avez évoquées, on n'est pas sur des biens uniques. On est vraiment sur un paysage culturel évolutif. 270 années d'histoire industrielle, je vais passer très vite, mais on est passé de descendre dans les puits avec des échelles jusqu'à... Dans ma commune, il y a un puits très moderne où les matériaux remontaient à 18 mètres secondes et on descendait à moins 1000 mètres. Donc on a à peu près toute l'amplitude des processus d'extraction. Une histoire de compagnie à l'émergence du capitalisme, puisque pour investir dans les mines, il fallait beaucoup de sous. Et donc, c'est les grandes familles du Nord, de Roubaix, du textile qui ont investi, en se constituant, comme au Far West, des concessions minières, selon qu'elles étaient rentables ou pas, se faisaient des fortunes. Un franc injecté pouvait en rapporter jusqu'à 100. Bon, malheureusement, cet argent, il n'est plus chez nous. Je ne sais pas où il est, mais il a été capté par comment vous avez dit, des prédateurs. Voilà, j'ai retenu. Voilà, alors là, on a des exemples de ce patrimoine. Bien sûr, les éléments de l'architecture industrielle. Voilà, la fameuse tour en béton classée monument historique qui descend à moins 1000. Des chevalements l'hiver. Les terris, alors les terris, c'est tout à fait extraordinaire, les terris, parce que en plus, ce sont des sites néo-naturels qui sont maintenant les plus belles igneefs, parmi les plus belles igneefs, donc zone naturelle reconnue du Nord-Pas-de-Calais. Et alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'hier, figurez-vous que j'étais dans une réunion publique à peu près à la même heure, où un grand lien ferroviaire doit être construit entre le bassin minier et
et la métropole lilloise. Et il y a eu, quand vous évoquiez tout à l'heure comment la population se réapproprie, il y a de ça 20 ans, mais là ça c'est les processus de patrimonialisation, il y a de ça 20 ou 30 ans, la question des terris était le rejet universel. Nous ne voulons plus entendre parler des terris, qui sont la mauvaise image du Nord, qui sont qu'on appelle des crassiers, qui sont, enfin, c'est une injure à nous, quoi. Enfin, on présente ça comme des tas de déchets, des décharges. Hein. Et en 20 ans, on a changé les lunettes. Les terris sont exactement les mêmes. Et maintenant, on dit c'est des éléments de patrimoine. Il y a des fleurs fabuleuses qui poussent dessus. Vous vous rendez compte, ces monuments naturels, cette plastique fabuleuse qui sort dans le territoire. Bon. C'est tout à fait étonnant. Hein. Moi, j'ai créé la chaîne des terris en 1988. Je vous garantis qu'on était au bout du fusil de tout le monde, vraiment, hein, au bout du fusil. Hein. Albert Facon, député du Pas-de-Calais, un copain, je ne sais pas si c'était un copain à toi, Yves, mais qui disait à France 3, arrêtez de donner la parole à ce mec-là, il est dangereux. Nous, on veut ressembler à tout le monde. Voilà, Albert Facon, député, à côté de Métal Europe. Eh bien, dans cet endroit-là, dans la réunion publique d'hier, c'est les gens qui disaient « Attention, hein, vous ne pouvez pas toucher au terri, hein, il est classé UNESCO. Hein. Attention, le terri, c'est nous. Hein. » Donc c'est très intéressant de regarder à quelle vitesse se fait la question de l'appropriation. Bon. Voilà un exemple de terri avant qu'il ne soit rasé. Donc les infrastructures de transport, bien sûr tout le patrimoine social, les cités minières, des plus anciennes, là on a vraiment des très très vieilles jusqu'aux cités jardins, puisque les compagnies se renchérissaient entre elles pour attirer les mineurs. Hein, puisque en fait derrière tout ça, croyez pas qu'ils faisaient ça pour le plaisir. Hein. Ce sont des prédateurs. Ils faisaient ça pour garder la main-d'œuvre disponible, parce que la mine c'est une activité de main-d'œuvre, il faut qu'elle soit docile, pas trop chère, et qu'elle ne puisse pas trop bouger. C'était comme ça qu'on gagnait de l'argent. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher des populations partout. Et notamment, par exemple, quand on est allé au Maroc, chercher des populations, on est allé dans les endroits où les gens avaient les niveaux d'alphabétisation les plus faibles. On n'est pas allé dans les secteurs du nord du Maroc, les secteurs développés. Et bon, en plus des critères physiques, sans rire, ça existait. Hein. Dans la façon d'aller au fond des mines et tout, on ne prenait pas n'importe qui. Bon, c'était il y a 30 ans, hein, c'est pas, ou 40 ans peut-être. Hein. Peut-être 50, parce que ça va vite finalement. Ça va vite. Bon, voilà, donc on a des typologies Bon, on a aussi tout un patrimoine immatériel. Ça a été compliqué de regarder comment l'inscrire sous les bons conseils d'Olivier Poisson et d'un certain nombre d'acteurs dans les ministères, dont vous-même. On a essayé de plutôt classer par le matériel pour témoigner de l'immatériel. Hein. C'est en gros comme ça qu'on l'a joué. Mais derrière, c'est quand même toute l'histoire des luttes syndicales. Les mineurs français, depuis la Révolution française, la France a quand même une aura et une responsabilité, je dirais presque sur toutes ces questions. Et il y a eu énormément de choses qui sont venues grâce au travail des mineurs, qui ont toujours été l'avant-garde du monde ouvrier, hein, finalement, dans la façon de se battre. Voilà, donc un certain nombre de pratiques sociales, associatives, syndicales, etc., etc. Et tout ceci nous a donné des ensembles. Bon, je ne vais pas détailler tout, là, c'est pas l'objet aujourd'hui. Des ensembles que nous avons proposés à l'inscription et qui témoignent par l'architecture à la fois de cette trajectoire, de cette puissance que ça représentait, de cette humanité qu'il y avait dans tout ça. Donc nous avons lancé notre dossier avec Pierre Mauroy, qui alors ça c'est là je retire un peu sur la question mondiale, puisque quand Pierre Mauroy est venu à accepter d'être le président de notre comité d'honneur, il m'avait dit, enfin moi j'avais quand même pas mal ça en tête, mais il m'avait dit avec l'Internationale socialiste, j'ai des amis dans tous les pays du monde. Bon. Et ça comptait pour gagner à l'UNESCO, évidemment. Mais ça comptait aussi parce que ça nous a permis presque d'emblée, avec Daniel Percheron, le président de région, qui était à fond là-dessus, sur l'idée de mettre en réseau les bassins miniers du monde. Et c'est une chose qui est un peu sous-tendue dans ce que vous avez évoqué depuis tout à l'heure, c'est que moi, depuis le début de cette aventure, j'ai cette idée que notre histoire
c'est celle du Brésil au Minas Gerais, c'est celle de l'Afrique du Sud à Soweto, c'est celle de la Pologne, bien entendu. Et Olivier peut en témoigner, quand nous avons été inscrits à Saint-Pétersbourg, le premier qui pleurait, c'était l'ambassadeur de Pologne. Enfin, nous, bien sûr, mais en dehors des Français, parce que cette histoire-là, c'était la sienne. Et donc là, on retrouve une dimension qui est quand même très intéressante depuis le début de la rencontre, c'est qu'il y a évidemment une portée universelle très forte à cette histoire. Dans tous les bassins miniers du monde, il y a eu des déplacements de population. Dans tous les bassins miniers du monde, il y a eu des catastrophes monstrueuses. Il y en a encore d'ailleurs. En Chine, il y a des catastrophes incroyables. Dans tous les bassins miniers du monde, il y a eu des valeurs de courage, de simplicité, de solidarité exceptionnelles. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui pour moi est très très important, c'est que notre inscription, c'est aussi la façon d'inscrire un système de valeurs et de s'appuyer dessus. Et c'est comme ça qu'on fait la résilience. C'est parce que, évidemment, qu'on ne va pas rouvrir les mines. En plus, maintenant, avec les problèmes de changement climatique, on en est loin. Bon, mais par contre, en quoi ça nous aide à affronter le monde d'aujourd'hui, ça c'est quand même extrêmement intéressant. Et si on peut le faire en plus de manière universelle, je dirais en co-construction avec d'autres peuples dans le monde. Bon, je travaille beaucoup avec Pierre Calam, que vous devez connaître, je pense, bon, et qui a essayé de structurer des réseaux d'acteurs. Hein, et je pense que là, il y a une piste extrêmement intéressante, puisqu'il y a une dimension universelle et mondialisée. Comment on fait arriver des consciences universelles et mondialisées qui s'inscrivent, par exemple, sur des systèmes de valeurs de peuples ouvriers, ou on pourrait dire la même chose des paysans, on pourrait dire la même chose de certains types de pêche, etc. Quoi. Bon. Donc notre candidature, vous avez bien compris que ce n'était pas pour accueillir des touristes. Donc comme ça, j'échappe au potentiel de critique que je partage complètement. Notre candidature, c'est pour nous-mêmes, quoi. C'est pour nous-mêmes. C'est pour retravailler la question de la dignité des gens. Et d'ailleurs, j'avais noté pendant que vous parliez que, en fait, nous, ça va vous surprendre, mais le premier intérêt de notre candidature, c'est de dire qu'on existe. Parce qu'on était niés. L'activité qui nous a constitués est disparue. Les mineurs n'existent plus. On s'excuse d'exister. Et tous les systèmes médiatiques ont été bâtis là-dessus. Les systèmes d'aide de l'État. Enfin, il y a eu un rapport Lacaze qui prônait le resserrement urbain. C'est le Far West, quoi. Ah, il n'y a plus de mines, il n'y a qu'à répartir les gens ailleurs. Alors on disait où est-ce qu'on va aller? On est 1 million, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc c'était compliqué. Et on était dans une théorisation de la table rase. Et donc l'inscription UNESCO, ça a déjà comme premier avantage de travailler la reconnaissance au sens psychologique du terme. Si je t'inscris, c'est que tu existes. Ouais, ça paraît banal quand on est au château de Chambord. Mais chez nous, ça ne l'était pas. On n'avait pas forcément la conscience d'exister. D'ailleurs, c'est une phrase que j'emploie souvent, on s'excuse d'exister, quoi. On a été un petit peu habitué à ça. Alors d'ailleurs, ça nous donne un système de valeurs. On est plutôt dans l'humilité, on ne fait pas de bruit. Les gens du Nord, en général, sont assez peu... enfin, je ne sais pas d'où vous venez, mais enfin, allez, on va prendre du côté de Nice, quoi. Hein, prenez les footballeurs du Nord et les footballeurs du Sud. D'un côté, ça tripote, ça fait, je sais pas, des trucs, des chochottes, là, un coup d'épaule, ils sont par terre. Et puis, vous êtes dans le Nord, ça court, ça... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, enfin, ceci dit, comme maintenant les joueurs vont dans tous les sens, on s'y retrouve plus. Mais le système de valeurs se retrouvait dans les équipes de foot des mines. Voilà. Donc, multiplicité d'acteurs, tout ça, je ne vais pas vous le développer. C'est comment ça nous a pris 10 ans, hein, parce que c'était tellement improbable, cette affaire. Bon, ça nous a pris 10 ans. On a eu des aides extraordinaires. Des services de l'État français qui avaient, je pense, compris qu'il y avait quelque chose de différent et qui méritait d'établir une jurisprudence, parce que notre plus gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de jurisprudence sur des inscriptions de ce type. Sur des châteaux, sur des cathédrales, sur des vignobles, oui. Mais avec ce que nous avions à proposer, bon, voilà. Donc ça a été passionnant en même temps, parce qu'on a inventé des règles urbanistiques, on a inventé des processus collectifs. Mais je voudrais terminer, parce que je ne veux pas être trop long, surtout par le côté mobilisation, c'est-à-dire que dès le début, comme cette aventure, c'était pour nous,
C'était pour qu'on existe, qu'on relève la tête et qu'on se remette en mouvement, en capacité de se projeter dans l'avenir. Alors, la question d'implication habitante était absolument centrale, sinon ça n'aurait servi à rien. Donc on a créé des clubs, on avait à peu près 30 communes où il y avait des développements avec des collèges, avec des lycées, des anciens mineurs, etc. On a mobilisé, on a fait plein d'événements, des embrasements de terri, enfin, on a fait vivre le territoire pendant 10 ans. Le seul problème, c'est que les gens se sont mis à y croire. Parce qu'au début, moi, je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Donc je disais toujours, on le fait. Puis si en plus on a inscrit, c'est bien. Mais déjà, on travaille sur notre propre regard sur nous-mêmes. Et puis, on s'est rendu compte qu'on allait peut-être finir par être inscrit. Les gens y ont cru. Et là, par contre, ça devenait extrêmement angoissant qu'on ne le soit plus. Surtout quand le dernier jour, à la dernière heure, par une décision politique, notre dossier n'a pas été présenté, qu'on en a mis un autre pour qu'on n'ait pas le temps de réagir ou je ne sais pas quoi. Je peux vous dire que dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a été vécu comme une humiliation. Parce que ça faisait 10 ans qu'on bossait sur ce dossier et qu'il avait été porté par toutes les collectivités, tous les poids lourds, tout le monde, et que c'était encore une fois, bon, je dirais pas le dossier qui est passé devant nous, tant mieux pour lui, c'est pas le problème, mais pour dire que du coup c'était devenu tripal, quoi. Hein, c'était complètement, c'était nous, quoi, qui étions proposés. C'était patrimoine, c'était nous. Enfin, et nous, on faisait partie du patrimoine. Bon, voilà. Donc, on a fait énormément de choses. Ça a été l'occasion de sortir des livres, des bouquins, des stratégies. Il y en a qui ont repris les formules en patois du fond de la mine, etc., etc. Enfin, ça a donné lieu à plein d'initiatives diverses. Voilà, des courses, des événements sportifs de toutes sortes, du travail en milieu scolaire, enfin, j'ai pas le temps de décrire tout ça, mais ça a vraiment beaucoup mobilisé. Et nous avons été inscrits. Alors ça, c'était quand même quelque chose. Et quand on a été inscrit, le sentiment, c'est qu'on portait l'histoire des mineurs du monde, quoi. D'ailleurs, on a appelé la stratégie dans le Nord-Pas-de-Calais mineurs du monde, parce que c'était une affaire universelle. Alors, il reste bien sûr à construire, on l'essaye, mais c'est pas facile, à construire cette dynamique de mineurs du monde, hein, parce que là, on vient se heurter à des questions de langue, à des questions de moyens financiers, enfin un certain nombre de choses que vous avez évoquées. Mais bon, je pense que c'est la prochaine étape, c'est de faire tout ça. Bon, tout ça, on s'en fiche un peu, c'est technique. Le plan de gestion, tout ça. Bon, le plan de gestion, vous vous rendez compte, une région, 2 départements, 160 communes, 8 agglomérations, toutes les couleurs politiques, l'État qui nous dit, ben oui, mais faites-nous un plan de gestion carré, on dit comment, ben on ne sait pas, on n'a pas d'exemple, mais faites-le quand même. Bon, voilà, donc c'était un petit peu ça le discours, hein. Donc il a fallu essayer de... Par exemple, on a demandé à chaque commune de délibérer. Donc on a eu, puisque c'est 87 communes au final, on a 87 délibérations de conseils municipaux avec à chaque fois des documents annexés. Enfin, finalement, cette aventure a permis de mettre la question du patrimoine sous toutes ses formes comme un élément essentiel de notre vie du quotidien. Alors que jusque-là, c'était même pas une question. Et rien que ça, c'était extraordinaire, parce que ça a amené à se poser la question de pourquoi il y a ces murs, pourquoi il y a ça, enfin de se poser des questions un peu d'introspection, quoi. Derrière ça, ça déclenche, et ça c'est le gros intérêt d'avoir un outil merveilleux qui s'appelle la mission bassin minier, c'est que ça nous permet de déclencher des outils de gestion, des outils de tourisme, des outils de connaissance, des outils de développement culturel à partir du patrimoine, des échanges à l'international. Voilà, la mission bassin minier, j'en ai parlé. Donc, en conclusion, je dirais que les éléments de cette inscription sont d'abord des éléments chez nous-mêmes, chez nous, de fierté retrouvée. Et l'arrivée du Louvre est un deuxième paramètre extrêmement important, parce que, pardonnez-moi ce mot monstrueux, mais ce sont 2 marques mondiales, quoi. C'est-à-dire que ce sont 2 reconnaissances mondiales. Pas marque au sens marketing, mais au sens visibilité. Bon. Du coup, on a en même temps encore la fin d'un monde, parce que vous avez pu remarquer que, par exemple, pas loin de chez nous, enfin pas loin, c'est chez nous, il y a une Beaumont, et qu'il y a en même temps une partie du paquebot qui continue à couler de l'absence de futur et de chômage massif que nous avons affronté, hein, 18% de taux de chômage dans nos arrondissements, donc évidemment les discours réactionnaires sont extrêmement présents et prennent,
et prennent. Et en même temps, il y a une autre dynamique qui apparaît, qui monte, des nouveaux métiers, des nouvelles dynamiques d'acteurs. Et c'est une lutte à mort, hein. C'est une lutte à mort, hein, parce que d'un côté, c'est comment je me referme, comment je reviens au monde d'hier, et de l'autre côté, c'est comment je m'assume et je me projette. Bon, c'est pas le sujet du colloque, mais la rencontre, mais un peu quand même. Hein. Voilà, le Louvre, le regard qui change. Michelin qui nous met en première page, hein, c'est avoué. Hein, hein. D'ailleurs, vous venez quand vous voulez, hein. On vous guidera. Voilà, monter en qualité. Bon, je vais arrêter là parce que je suis trop long et puis c'est pas tellement le sujet, mais j'ai essayé de coller à la dimension universalité, identité, communauté. Ça aussi, c'est. Je pense que quand on parle d'identité, il faut qu'on parle tout le temps des questions de communauté. Comment la communauté peut virer au communautarisme et se refermer. On connaît tous ça. Mais à l'inverse, la communauté peut permettre de s'ouvrir, parce que quand on est en communauté, il y a des tas de choses qu'on va pouvoir faire qu'on ne ferait pas à titre individuel. Et nous, notre projet, c'est une façon de s'ouvrir au monde. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on l'imagine, c'est certainement pas pour se refermer. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, parce que je dois dire que de tous les dossiers d'inscription que nous avons vus passer depuis une quinzaine d'années, votre dossier est certainement le plus émotionnel qui soit. Moi, j'avais fait une mission de reconnaissance venant vous voir, n'ayant jamais vu un terril de ma vie, vous imaginez. Et j'ai été saisi d'une immense émotion en me disant on ne peut pas tromper les populations qui vivent là. C'était aussi peut-être ce qui faisait la différence par rapport à certains autres types de dossiers où parfois les populations vivent d'autres réalités. Et je dois dire que cette mondialisation, qui a des effets pervers mais aussi des effets positifs, comme on l'a dit, montre justement les expériences sensibles, les expériences innovantes, et vous faites partie aussi des expériences optimistes, c'est-à-dire que cette expérience montre qu'on peut être dans un endroit qui a subi des mutations technologiques, industrielles et techniques sans précédent, et d'arriver à avoir une reconversion touristique innovante et d'une immense qualité. Le Louvre à Lens est considéré comme un des plus réussis au niveau des équipements culturels dans le monde entier. Et je pense d'ailleurs qu'il va être primé par le Conseil de l'Europe bientôt à ce titre-là. Donc, si vous voulez, en deux mots, on n'a pas le temps, parce qu'il nous faudra aussi avoir un débat avec la salle. On va passer la parole à d'autres, mais peut-être avec vous 15 secondes, parce que j'ai oublié quelque chose de très important. On discute les contrats de plan en ce moment, vous savez, c'est des gros sous. Eh bien, parce que nous sommes à l'UNESCO, nous avons réussi à négocier des lignes de crédit avec l'État et au niveau européen pour la rénovation des cités minières qu'on n'aurait jamais eu si on n'était pas. Ce qui fait que même les sceptiques qui disaient « mais c'est quoi vos trucs ?» ils y viennent par la capacité d'ouverture de nouvelles perspectives, puisque la qualité a été reconnue, donc ça vaut le coup d'y investir. Je précise parce que du coup, la question patrimoniale, c'est pas seulement une question de tourisme, c'est que ça redonne une valeur et ça remobilise des financements publics. Et ça, on ne l'avait pas vu venir, mais c'est extraordinaire. Alors, maintenant, on va passer la parole à Olivier, qui était à Saint-Pétersbourg d'ailleurs, lors de l'inscription, moment très important et très émotionnel, d'ailleurs relaté dans les mémoires de Daniel Rondeau. Daniel Rondeau vous consacre, cher monsieur, un certain nombre de mots, de phrases. Je vous offrirai ce livre si vous voulez, vous verrez. Olivier, je t'en prie. C'est vrai, je peux en témoigner que c'était un grand moment vécu par tout le monde, vraiment. Et d'ailleurs, sur vos paroles. Alors, bon, moi j'ai peur d'être un peu trop à l'intérieur du système pour... surtout après tout ce qui a été dit. Je voulais simplement donner quelques petites éclairages qui tiennent plutôt à mon expérience, à ma pratique. Je veux dire, une chose qui est importante à relever dans le cadre du titre même de cette table ronde d'aujourd'hui, et ça vient d'être magnifiquement démontré par Jean-François Caron, qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine ? Qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine ? Un patrimoine, c'est un objet matériel, c'est une structure, un paysage, un bâtiment, adossé à un récit. Et ce qui fait le patrimoine, c'est que ce récit est partagé. Et ça, je crois que c'est un des invariants
de la notion même. Et c'est ce qui d'ailleurs nous permet d'essayer d'entrevoir la façon avec laquelle elle va évoluer, ou elle devrait évoluer, ou en tout cas quel défi elle affronte à partir du moment où on veut se poser la question de l'universalité. Parce que ça veut dire, quel est ce récit universel? Et excusez-moi, moi je suis un peu un historien du patrimoine et des idées du patrimoine, dès d'ailleurs le XVIIIe siècle, mais surtout évidemment ce grand moment de naissance du patrimoine qui est le XIXe siècle, qui est d'ailleurs le besoin, il ne faut pas l'oublier, après les bouleversements des guerres napoléoniennes, que les pays d'Europe ont besoin de reconstruire leurs identités. Spécialement la France d'ailleurs, mais pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais ce qui est important, c'est qu'on construit le patrimoine en même temps qu'on construit le récit d'une communauté, d'une nation. Et jusqu'à présent, majoritairement, les valeurs au nom desquelles on identifie le patrimoine sont ces valeurs nationales, sont la place que l'objet patrimonial peut tenir dans le récit, comment un récit qui est partagé nationalement le recouvre. Et d'ailleurs, vous avez dit, cher Jean Musitelli, que nous étions des gens qui avions construit un beau système juridique de normes. C'est en même temps un système assez intellectuel dans lequel on invente une catégorie patrimoniale nationale dans lequel on fait entrer toutes les spécificités éventuellement micro-régionales. Enfin, je veux dire, dans nos listes de classement, on a aussi bien des enclos paroissiaux bretons qui sont bretons de chez la Bretagne. On a aussi des choses tout à fait spécifiques dans des territoires que je connais bien, la Corse, effectivement, etc. Et tout ça est quand même érigé au niveau d'être un patrimoine commun, d'un patrimoine national. Et ça, c'est fait intéressant parce que ça veut dire que l'on peut dépasser ces micro-contextes, ces récits, disons, partagés dans un cercle restreint pour en faire des objets qui participent d'une vision plus large. Et c'est au fond le défi même de l'histoire du patrimoine mondial. C'est dans l'idée même qu'il peut exister un patrimoine mondial qu'il y a ce défi de l'universalité. Et moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti depuis les maintenant 17 ans que je pratique ces questions du patrimoine mondial, c'est est-ce que nous sommes dans le bon tempo, est-ce que nous sommes dans la bonne direction de construire le patrimoine mondial en additionnant des patrimoines nationaux? Et parce que évidemment, toutes ces catégories, toutes ces manières de percevoir les choses, elles se superposent, elles s'additionnent, elles ne se remplacent pas. Et évidemment, quand on a constitué la liste, on a d'abord mis ce qui étaient les monuments emblématiques, ceux que vraiment qui parlaient aux tripes des différentes nations. Et on n'a pas cherché à savoir quelles étaient finalement celles qui avaient une véritable portée universelle. On s'est contenté d'une espèce d'aura. Et qu'il faut bien le reconnaître, cette aura a été donnée par quoi? A été donnée par l'expérience du tourisme telle qu'elle existait depuis le début du XXe siècle, et que cette couronne de monuments, de ces merveilles du monde qu'on pouvait parcourir, finalement constituait cette notion du patrimoine mondial. Alors, c'est ça, moi je ne vais pas prolonger ce propos, vous voyez dans quel sens je veux aller, mais y a-t-il un vrai défi de l'universalité, c'est-à-dire de construire des objets patrimoniaux qui supportent un récit universel? Et quel est ce récit éventuellement universel? C'est une grande question, parce que finalement, quand et je trouve que, encore une fois, je suis ravi de théoriser un peu après le propos très concret de Jean-François Caron, parce que, évidemment, l'expérience du Nord-Pas-de-Calais est une expérience assez intime. Vous nous avez dit, c'est pour nous qu'on a fait ça, mais en même temps, c'est une expérience qui se démultiplie dans le monde par des expériences semblables qui peuvent se réunir. Et finalement, l'idée même d'universalité, la seule réponse, c'est un seul monde. Il y a un seul monde. Donc, il y a des objets qui se répondent d'un continent à l'autre, qui se répondent d'une expérience à l'autre, qui se répondent d'une époque à l'autre, d'un passé à l'autre, civilisation à l'autre. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et je pense qu'on n'a peut-être pas assez conscience
et j'en parle un peu rétrospectivement au bout de ces années, on n'a pas assez conscience quand une candidature naît, parce que très souvent elle naît, je ne veux pas dire de façon égoïste, mais enfin elle naît d'un endroit, d'un lieu, d'une communauté, d'une autorité politique qui se dit ben, pourquoi pas moi, et au fond on accompagne le mieux qu'on peut ces ambitions, et surtout si elles sont assises sur quelque chose qui peut évidemment franchir la barrière, enfin qui peut arriver quand même au niveau de reconnaissance mondiale, mais on ne se pose pas dès le départ la question de la perspective universelle. Ou en tout cas pas toujours, ou en tout cas pas assez. On le fait beaucoup plus maintenant, mais on n'a pas encore adopté cette manière de voir qui serait une vraie manière, un vrai cadrage mondial dans nos ambitions. Et pourtant, c'est fondamental parce que c'est ça qui peut construire ce récit partagé. Parce que c'est si ce récit est partagé que le patrimoine sera reconnu. Et alors, je voudrais ajouter un tout petit mot, c'est que une des formes avec lesquelles nous pouvons partager et le récit, ou construire un récit parce qu'il est en perpétuelle évolution, il n'y a pas de récit figé. L'histoire, c'est comme le patrimoine, c'est nous qui l'inventons au fur et à mesure, et à la mesure de nos besoins et de nos envies, en quelque sorte, de nos désirs, de nos imaginaires. Et bien, un des moyens de construire le récit partagé, ça reste, qu'on le veuille ou non, le tourisme. Et ça, il ne faut pas stigmatiser trop le tourisme, parce que finalement, les moyens de communication, les moyens de partage, le patrimoine a ceci, et depuis toujours, qu'il s'agit d'objets, de lieux, duquel vous ne pouvez avoir une expérience qu'en vous y rendant. Il n'y a pas, la musique, on peut la jouer aux quatre coins du monde, la littérature peut survivre par l'édition, etc. On peut ouvrir un livre partout où on est. Le patrimoine ou l'architecture ou les arts plastiques, d'une manière générale, si on veut les partager, il faut les éprouver et il faut y aller. Et donc ça, c'est un moment fondamental pour construire justement une perception partagée des choses. Et ça, le patrimoine mondial, il a ceci de très important, c'est qu'il indique, qu'il donne des cibles. Alors, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que moi, je trouve que c'est très bien que la liste grandisse et s'élargisse. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah là là, mais il faut s'arrêter, il y en a trop, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas maîtriser, on ne pourra pas gérer, on ne pourra pas conserver. » Et aujourd'hui qu'on a franchi le cap fatidique des 1000, vous savez, le millénarisme, après tout ça, la vie dure, c'est un concept, etc. Et il y a ces réactions. Moi, je pense qu'au contraire, plus la liste va se développer, plus elle a son dynamisme propre, plus elle parle, et plus elle peut parler et construire ce récit de l'universalité, ce récit d'un seul monde qui appartient à tous. Et ça, je crois que c'est très important. Évidemment, il ne faut pas que le tourisme soit le prédateur que vous avez décrit. Et il ne faut pas que cette espèce comment dirais-je, d'activité économique débridée, expéditive, qui consomme les choses sans les donner à voir vraiment. Hein. Je veux dire qu'il y a des formes de tourisme qui sont évidemment... je veux dire, je ne pense pas que les gens qui font la queue devant la Joconde et qui y restent environ 3 secondes et demie, aveuglés par les reflets des flashs dans la vitre, puissent dire qu'ils ont eu une expérience quelconque du tableau de Léonard de Vinci. Alors, bon, il y a certainement des correctifs à trouver et une gestion appropriée à trouver. Mais fondamentalement, ça reste quand même un des instruments avec lesquels nous pouvons communiquer entre peuples, entre cultures. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. C'est une chose aussi qu'on voit dans la fréquentation des sites. Et il y a un dernier mot, rassurez-vous, j'ai fini, que je voudrais ajouter dans cet état d'esprit, c'est que, évidemment, la question des biens de la liste du patrimoine mondial, elle est confrontée à un défi majeur, c'est celui de leur conservation et de leur pérennisation. Et ça, tout le monde le sait, et c'est une des grandes inquiétudes, finalement, qui traversent les réunions du Comité du patrimoine mondial. Comment est-ce que nous gérons? Comment est-ce que nous conservons? Comment est-ce que nous pouvons suivre, d'ailleurs? Parce qu'au fond,
Et vous le savez très bien, cher Jean-François Caron, quand l'inscription est acquise, c'est maintenant que les ennuis commencent. C'est maintenant que la conservation s'impose à vous. C'est maintenant que la gestion est une attention quotidienne. Et là, je suis persuadé que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Et encore, nous sommes un pays riche et à la longue expérience, etc., etc. On n'est pas à court de normes, on n'est pas à court éventuellement même de richesse, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cette épaisseur d'expérience, en tout cas. Et je crois, moi, beaucoup que c'est dans la multiplication des sites et dans les correspondances et dans les collaborations qu'il pourrait y avoir entre sites. Et on a parlé de Luang Prabang, qui est un exemple, je dirais, tutélaire pour ces coopérations, mais peut-être il faudrait imaginer des dispositifs, et ça c'est peut-être un défi qui est devant nous pour les sites français, pour la France elle-même, de promouvoir ces coopérations beaucoup plus directes de site à site qui permettent des transmissions d'expériences, qui permettent justement des pratiques de conservation vis-à-vis du public, vis-à-vis des défis, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient évidemment sociaux. Enfin bon, là, quand l'évolution des sociétés ou de certaines bandes qui s'emparent de la direction de sociétés, etc., évidemment, c'est un peu... nous sommes aux limites du système, et voilà, en tant que professionnel du patrimoine, malheureusement, je ne suis pas capable de dire grand-chose de plus, mais bon, moi, je suis convaincu que c'est dans cette grande famille du patrimoine mondial et de ses acteurs qu'on peut construire ce fameux récit mondial qui, finalement, donne tout son sens à cette idée de patrimoine commun. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette vision engagée et dynamique des choses. Eh bien maintenant, Yves, tu vas nous donner un peu ta vision des choses. Écoute, ma vision, c'est qu'il faut que je sois très bref, si on veut avoir des questions. Mais écoutez, c'est très, très sympathique et très intéressant de vous entendre. Franchement, tout le monde comprend qu'on est sur une question si essentielle, que nous sommes au cœur de la question de la mondialisation, c'est vrai, et de Habitat 3, qui se dessine demain à Quito, hein, la grande conférence Habitat. Alors évidemment, le patrimoine est vaste, mais là, on est au cœur de la question urbaine quand même, hein, qui mobilise tous les esprits en ce moment. Et nous nous repositionnons au cœur, je pense, de cette grande question du développement urbain, de la consommation des espaces, de la gestion du climat. Bon, je crois que vous le sentez. On est sur une longue histoire qui s'accélère quand même, hein, parce qu'on est dans un moment assez stratégique, hein, parce qu'on est sur des forces contraires. Hein. Moi, je me mets toujours dans le camp des minoritaires, je dois le dire. Mais j'ai toujours pensé que ce sont les minoritaires qui font bouger le monde. Donc, il faut accepter ce statut. Hein, mais il nous engage fortement, politiquement. Vous avez bien compris, on est sur des questions politiques majeures. Hein. Face aux forces qui s'affrontent et qui fragilisent énormément le patrimoine, dans la mesure justement où le patrimoine a atteint des champs qu'il n'atteignait pas. Si nous n'étions restés que des cathédrales, on pourrait rester tranquille. Mais comme on est sorti de ce champ pour faire irruption dans le monde, on est devenu essentiel, indispensable, mais en même temps d'une fragilité extrême. Parce qu'on le voit dans nos sites où on se bat avec Brodowicz, on a essayé de le démontrer ici. On est soumis à des forces contraires terribles. Terribles. Mais même en France, hein, il ne faut pas croire que ça se passe uniquement dans des pays dits émergents, où il y a des ressources d'ailleurs, inégalées et inconnues, que nous ne savons pas mettre en mouvement. Moi, j'en suis convaincu. Alors, ce qui nous préoccupe, c'est la question de la commande publique dans ce combat. Parce que s'il n'y a pas une vision, une commande publique, de toute façon, les responsables politiques donneront la main au groupe au nom des partenariats publics-privés qui font main basse sur les villes et sur le patrimoine. Donc la question, c'est la maîtrise d'ouvrage public, c'est la vision, c'est la force. C'est vrai que dans le bassin minier, vous avez été animé par cette force, vous étiez soutenu par un homme remarquable
Daniel Percheron, pour lequel j'ai une admiration profonde. Hein. Et nous, dans le Val-de-Loire, sur un territoire extrêmement fragile, soumis à beaucoup de pression aussi, je rends hommage aux élus qui ont porté cette mission Loire. Hein. Tu l'as connu, 2 présidents de région. Je pense qu'on survivra aux aléas politiques. Parce qu'on a constitué un socle d'adhésion qui marginalise les velléités des nouveaux venus. Et puis ils apprennent aussi à s'inscrire dans la durée. Donc voilà, moi je suis extrêmement soucieux, comme vous tous, de cette commande publique, de cette force pour réagir, comme a dit Alain, après cette longue histoire que tu as décrite, pour réagir aux tensions si fortes auxquelles on est confronté. Construire de la maîtrise d'ouvrage public autour de la vision politique. Et puis il faut reconnaître que tous nos dossiers sont l'objet d'un investissement intellectuel énorme. Ça, je reviens toujours sur cette question. Mais peut-on financer la connaissance? Est-ce que l'on peut avoir ce socle indispensable de la connaissance, du capital acquis, accumulé, du savoir, depuis l'archéologie jusqu'à l'histoire récente, en prenant tous les éléments qui constituent, et puis qu'on va transmettre, hein, ce sur quoi on va construire l'avenir? Et malheureusement, la mondialisation gomme l'investissement intellectuel. Et le partenariat public-privé que je mets en avant, là, bon, parce que ça m'agace toujours cette affaire, mais c'est vrai que ces gens-là ne réfléchissent en rien. Ils ont des modèles tout faits, c'est fabriqué d'avance. Ça facilite les choses. Et le pouvoir politique qui est faible, ben, il s'en remet. Et le patrimoine là-dedans, ben, il disparaît. On en sauvera quelques morceaux. On donnera quelques vestiges. On sauvera quelques façades, vous savez très bien. Mais on aura détruit ce qui était pour nous l'essentiel. On l'aura complètement détruit. Donc la confrontation est violente. Et donc pour résister à ça, j'ai dit oui, commande publique, vision politique, et dans la durée, et construction de la maîtrise d'œuvre, de la connaissance, des compétences intellectuelles. Faire fonctionner les compétences, les architectes, les urbanistes, les archéologues, les sociologues, tous les gens qui ont des choses à dire et à qui on ne demande rien et qu'on ne veut pas financer parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut faire tout de suite du BTP. C'est une question d'actualité chez nous. Moi, j'étais très mécontent de la grande opération de la Défense à la porte de Versailles qui a détruit le fameux bassin des carénages. J'avais écrit, moi, partout, en disant « mais il faut sauver le bassin des carénages ». On ne m'a même pas répondu. Parce que le BTP Bouygues est passé là-dessus, pof. Tous les jours, on détruit. C'est ça ce qui est scandaleux. Bon, je m'arrête parce que autrement, je vais dire des choses qui vont agacer. Mais je suis vraiment heureux d'être venu vous entendre. Hein, et ça me conforte. Non, mais moi, ça me conforte. Hein. Dans l'idée que c'est un beau combat hein, qui s'inscrit effectivement dans la mondialisation à 200%, plus que jamais. Hein, le temps s'accélère et les risques ont augmenté. En même temps, nous sommes une force. Elle est minoritaire, je pense, je le redis. Mais c'est une force. Donc, il faut jouer avec, très fort. Voilà. Je te repasse le micro.